Lorsque mon intelligence est retirée d'une personne, c'est la sienne qui prend sa place. Au début, cela peut causer des frictions entre moi et l'individu, car il peut rejeter les parties de mon intelligence qui l'habitent encore. Cela a conduit à des conflits et au premier martyr de la transition supramentale. Cependant, à mesure que j'enlève mon intelligence, l'individu se centre de plus en plus sur lui-même et commence à recevoir son propre intelligence. Plus l'individu se centre sur lui-même, plus je me centre moi-même. Donc, plus rapidement l'individu se centre, plus vite il m'aide à me centrer. Les personnes qui m'entourent sont des amis, des alliés et des collaborateurs. À mesure que je me centre davantage, de plus en plus de personnes deviendront intelligentes. Grâce à ma propre centrage, je récupère mes structures énergétiques et les individus qui ont déjà eu le contact avec mon intelligence commencent à recevoir leur propre intelligence de manière progressive. Il est essentiel pour les individus de passer par une antenne collective comme moi pour pouvoir supporter le contact avec leur propre intelligence. Ainsi, ils peuvent reconnaître et accepter la vérité de ce qui se passe malgré leur médiocrité. Cela sert également à impacter le monde et les individus qui ne sont pas venus, car ils ont encore des obstacles à surmonter pour entrer en contact avec leur intelligence. Dans ce passage, l'auteur exprime l'idée que les individus ont besoin de passer par une antenne collective pour faciliter leur transition vers une forme d'intelligence supérieure. Il explique que cette intelligence évoluera progressivement jusqu'à ce que chacun puisse la supporter. L'auteur souligne également que ceux qui sont trop attachés à leur ego refusent souvent cette évolution et finissent par perdre l'intelligence qu'ils avaient acquise. Il affirme que s'ils restent dans l'entourage des individus plus longtemps, ces derniers pourraient se développer davantage et accepter l'évolution de manière plus harmonieuse. Dans cette conversation, il est mentionné que le narrateur n'a pas pleinement utilisé son intelligence d'un point de vue énergétique. Il explique que certaines personnes se sont éloignées de lui, refroidissant leurs relations, car elles avaient du mal à accepter son intelligence et à faire face à leur propre compétitivité et mécanismes de contrôle. Cependant, il affirme que ces individus auront éventuellement besoin de sa présence et de sa lumière pour faire face à leur propre croissance spirituelle. Le narrateur précise que lorsque son intelligence sera rapatriée chez lui, ces personnes auront une intelligence similaire et une dynamique similaire se reproduira. Il déclare également que la plupart des gens veulent s'allier avec lui pour en tirer profit, mais qu'il peut reconnaître ceux qui cherchent une alliance basée sur l'intelligence plutôt que sur l'exploitation. Il mentionne que cette alliance pourrait être la seule qui se forme sans motif égoïste. Enfin, il conclut en disant que le problème réside dans le mental, qui cherche à se connecter aussi bien dans les plans supramentaux, intellectuels, que dans les plans expérimentaux, expérientiels. L'utilisateur explique qu'il cherche des personnes avec lesquelles établir une alliance spirituelle et intelligente. Il note que la plupart des gens autour de lui veulent uniquement bénéficier de lui énergétiquement. Cependant, il mentionne qu'il est capable de nourrir astralement un être humain avec qui il a une affinité intellectuelle. Il souligne que la spiritualité est souvent mal comprise car les individus spirituels aident souvent aux dépens des autres. Il donne l'exemple d'une personne décédée récemment dont tout le monde veut profiter après sa mort. Selon lui, la clé est d'établir des alliances basées sur l'intelligence et l'échange énergétique. Il voit cela comme le début d'une amitié basée sur une alliance nouvelle et non militaire, pouvant évoluer vers une alliance fusionnelle. La conscience de l'unité relie les individus, créant une alliance plutôt qu'une simple amitié. La trinitisation est un processus de fusion des plans supérieurs en une entité unique. Devenir aristocrate ne se fait pas automatiquement par réincarnation, mais en comprenant les mécanismes de l'aristocratie et en les appliquant consciemment. L'aristocratisation implique la manipulation des formes astrales pour soutenir l'intelligence. Jouer à être aristocrate conduit à devenir parvenu, tandis que comprendre la mécanique de l'aristocratie permet de jouer le rôle d'aristocrate de manière authentique. Les individus qui se rapprochent de l'aristocratie se comportent naturellement comme des aristocrates, sans avoir besoin d'être éduqués. Ces changements se manifestent notamment lors des soupers génésistes, où de plus en plus de personnes semblent adopter un comportement aristocratique. La réincarnation dans l'aristocratie se traduit par une évolution progressive et une gestion aisée de la mécanique sociale. En se rapprochant de l'aristocratie, on évite de partager des farces vulgaires et on privilégie l'humour subtil et intelligent. L'humour reste présent, mais évolue vers des blagues plus élégantes. L'aristocratisation permet de rester soi-même tout en gérant les codes sociaux avec aisance. Dans cette intervention, l'orateur aborde différents sujets tels que les couples,
l'évolution de la société, la réincarnation et l'éducation des enfants dans la nouvelle ère. Il soutient que les individus ne seront plus dépendants des expériences relationnelles pour progresser spirituellement et se nourriront plutôt des énergies positives émanant des personnes qui les entourent. La notion de couple sera donc moins importante et les individus pourront s'élever individuellement. Cependant, ils continueront à procréer pour donner naissance à des individus encore plus évolués sur le plan spirituel. L'homme et la femme ne se sentiront pas propriétaires de l'enfant, mais auront une responsabilité sociale envers lui. Dans cette nouvelle ère, n'importe quel adulte pourra éduquer et instruire les enfants sans ressentir de culpabilité ou de devoir moral envers eux. Dans la nouvelle ère, la création de la famille sera basée sur l'intelligence et l'énergie émotionnelle et spirituelle. Les parents ne seront plus considérés comme des autorités planétaires, mais plutôt comme des guides initiés. Les enfants comprendront qu'ils ont besoin de l'énergie et de l'enseignement de différentes personnes, en plus de leurs parents, pour leur développement. On ne reprochera plus aux parents tous les problèmes et échecs de leurs enfants. Au lieu de cela, les parents auront plusieurs enfants et s'occuperont d'eux d'un point de vue légal, mais avec une association basée sur un cadre où chaque parent appartient à un enfant. Il sera important de permettre à l'enfant de prendre certaines responsabilités et de lui montrer la valeur réelle des choses. Dans cette nouvelle ère, il y aura une relation de complicité et d'affectivité entre parents et enfants, au lieu d'un manque de contact comme dans la société actuelle. Dans cette synthèse, l'auteur explique que la relation parent-enfant est essentielle car l'enfant se rattache à ses parents et les voit comme une continuation de lui-même. Il est important pour les parents de comprendre que les jeunes peuvent avoir une compréhension plus avancée de certains sujets, et d'être ouverts à dialoguer avec eux. Il met en garde contre les projections de peur et de limitation de l'ère ancienne dans la nouvelle ère. Il souligne que l'intelligence absolue ne connaît pas de limitation, mais il ne faut pas craindre le désinhibition et se concentrer plutôt sur l'intelligence et la beauté. Il encourage les individus à se former et à utiliser leur temps de manière productive, et explique que le besoin de dormir pendant les conférences est dû à la forte énergie présente. Concernant le problème des disciples, l'auteur affirme qu'il est en grande partie résolu mais qu'il reste encore à régler certaines situations. Il annonce également qu'il ne permettra plus aux personnes qui cherchent à reproduire des stratégies passées de se connecter à lui, afin d'éviter de se retrouver dans les mêmes schémas. Dans ce passage, l'auteur donne son point de vue sur certains sujets sensibles, notamment les Juifs. Il affirme que le peuple juif a perdu beaucoup de choses et rembourse beaucoup en conséquence. Elle affirme également que certaines parties du peuple juif sont complices des intérêts et ont vendu la race humaine aux extraterrestres depuis des générations. Il affirme que certains juifs travaillent actuellement à engendrer la Troisième Guerre mondiale et sont des réalisateurs de prophéties. Il évoque également des stratégies occultes sur le plan planétaire. Cependant, il précise que ces propos ne s'appliquent pas à l'ensemble du peuple juif mais à des partis sionistes spécifiques. On parle des services secrets israéliens et de leur influence sur un certain fort. L'auteur exprime son intérêt pour ce sujet, sans vraiment comprendre pourquoi. Il mentionne ensuite l'influence de l'organisation Kokaka dans le choix du gouverneur de la Louisiane, ainsi que la montée du racisme et de la xénophobie. Il évoque également la haine religieuse et ses liens avec les mémoires réincarnationnelles. L'auteur admet que la notion de race pure n'existe pas réellement, mais soutient que le maintien de certaines formes de pureté dans la race est essentiel. Il se questionne sur sa capacité à guérir les autres par sa présence et sur la véritable nature de la réalité. Finalement, il souligne l'importance d'accepter qui l'on est et de ne pas se comparer aux autres. Le narrateur exprime son sentiment de mise à l'écart de la part de sa famille et de ses amis. Il explique que les personnes qui cherchent à se conscientiser sont souvent considérées comme des sauvages, mais qu'entre eux, ils se comprennent. Il mentionne que la majorité des familles ont du mal à reconnaître ceux qui sont différents et que certaines personnes peuvent penser qu'il se prend pour quelqu'un d'autre. Il raconte les difficultés qu'il a vécues avec sa mère qui a fini par l'accepter après des années de rejet. Il explique que lorsqu'on commence à exprimer son intelligence, on devient un miroir pour les autres et qu'ils peuvent rejeter cette image renvoyée. Il donne l'exemple de quelqu'un qui arrête de fumer et qui est confronté aux réactions des autres. Il affirme que les personnes conscientisées sont souvent exclues des fêtes de Noël, car les autres ne comprennent pas leur façon de penser. Il conclut en disant que Noël est une tradition chargée de différentes significations qui peuvent changer la perception des individus. Dans cette synthèse, l'individu exprime son malaise de ne pas avoir été en mesure d'offrir des cadeaux à sa mère, tandis que d'autres personnes étaient capables de le faire. Il
Souligne également l'importance de s'accepter soi-même et de se concentrer sur son propre bien-être, plutôt que de se préoccuper de l'opinion des autres. Il parle également de son expérience en tant qu'ambulancier et comment les individus peuvent changer et devenir plus humains au fil du temps. Il évoque ensuite la notion de miroir et comment il peut être perçu comme une menace par certaines personnes professionnelles. Il aborde ensuite une question concernant la colère mentale et son lien éventuel avec des problèmes dorsaux. Il explique que la colère mentale n'est pas assez puissante pour causer des problèmes physiques, mais que l'ego peut être responsable de créer du stress et d'autres problèmes. Il souligne également l'importance des synchronicités et des mécanismes karmiques dans les problèmes de santé. Finalement, il mentionne la possibilité de guérison grâce à l'école mentale et à la colère mentale, à condition d'être apte à les utiliser de manière appropriée. Le sujet de la discussion porte sur Merlin, une figure légendaire souvent associée à la magie et à la sagesse. Cependant, selon la personne qui parle, Merlin n'est pas un être humain réel, mais plutôt un phénomène planétaire qui représente les forces telluriques antérieures à Belzébuth. Merlin a été digéré par les chevaliers qui se sont réincarnés et a réapparu sous forme de saveurs plutôt que de personnages. Son rôle fut d'enseigner aux humains l'utilisation des éléments telluriques tels que les métaux et le verre, ainsi que leur capacité à manipuler l'énergie vitale. Les réalisations majeures de Merlin incluent la création des premières armes nucléaires, ce qui a marqué la fin de son existence en tant que personnage. Cependant, l'idée de Merlin continue à exister dans l'esprit des gens, mais il est important de comprendre qu'il s'agit d'une légende et non d'une réalité concrète. Le locuteur mentionne que les chevaliers de la table ronde sont réincarnés, ainsi que la plupart de leur entourage. Ils se retrouvent actuellement parmi les femmes, les enfants et les hommes. Cependant, il avertit qu'il y a un piège car certaines personnes ont du mal à discerner entre leur propre réincarnation et leur être actuel. Il conseille de rester fidèle à soi-même et de devenir la meilleure version de soi-même. Il mentionne également l'importance d'écouter les cassettes de la conférence pour en tirer des enseignements et répondre aux questions. En janvier, il prévoit parler du contact avec les extraterrestres et des mécanismes liés à l'homme nouveau. Il conclut en mentionnant son intérêt pour le passé et le bonheur.